Je vais essayer de vous entretenir pendant 3 quarts d'heure pour respecter et être aussi participant, gardien du temps, et laisser aux collègues le soin de pouvoir traiter de leur atelier, de leur restitution et des conclusions qu'on peut en tirer après. Donc voilà, je vais essayer de vous intéresser, mais je suis persuadé, puisque vous êtes là, sur un petit peu le décodage de cette perception. Alors c'est clair que ce n'est pas une perception au sens anodine, parce que c'est bien ce que vous vivez tous les jours au travail, et pour probablement la plupart d'entre vous aussi à la maison avec des jeunes. Et je voudrais, dans mon propos, je vous rassure tout de suite, vous donner de bonnes nouvelles. C'est possible. Voilà, c'est possible. Il y a quelque chose qui m'a très intéressé ce matin lorsqu'il vous a été proposé par une application digitale avec vos téléphones de dire un peu quelles étaient vos attentes. Et vous avez envoyé vos mots-clés, puis si vous vous souvenez, il y a un nuage de mots qui est apparu. Et quelle n'a pas été ma surprise et ma bonne surprise, si je reprends les mots, dans vos attentes, il y avait en mots-clés, puis vous savez, c'était repris avec la taille de la police en fonction des pondérations, le partage, l'échange, la bonne humeur, l'ambiance, la convivialité, les rencontres, et il y avait aussi le verbe apprendre. Eh bien, je peux vous assurer que quand on fait un travail sociologique où on va avec des jeunes travailler sur leur perception du monde, du travail, des parents, des adultes, de ceux qui les entourent, eh bien, et quand on démarre aussi en disant bon, comment vous vous sentez, est-ce qu'aujourd'hui, quelle est votre météo, quelle est votre température et quelles sont vos attentes, eh bien, bonne nouvelle, ils vous sortent exactement la même chose, à la limite du verbe apprendre. Voilà, et là je reprends, franchement, c'était toutes les grosses typos, toutes les grosses polices. Alors, à l'exception du verbe apprendre, et c'est intéressant en soi aussi, parce que si on reprend l'étymologie du verbe apprendre, ça veut dire que je vais chercher et je me réapproprie. Dans apprendre, vous avez les 3 phases de l'acte d'apprendre en sciences cognitives. Vous avez app de la racine apprehendere en latin, je vais chercher. P, prendre, je me réapproprie. Rendre, je restitue. Donc un acte d'apprentissage se fait en 3 temps. Je vais chercher, je me réapproprie et je restitue. Et en sciences cognitives, il y a une chose qui est toujours intéressante, c'est qu'on ne peut pas apprendre à la place d'un autre. Je passe beaucoup de temps avec des pédagogues et des enseignants pour leur expliquer que leur métier est d'enseigner et que celui des élèves est d'apprendre. Et on ne peut pas apprendre à la place d'un autre. Voilà. Eh bien, quand on regarde les conditions de l'apprentissage, il y en a 2. Je les nomme maintenant et vous verrez, au terme de mon intervention, on y reviendra. Pour apprendre, il vous faut 2 piliers. Il faut la cohésion et il faut l'adhésion. L'adhésion, c'est-à-dire que, et vous pouvez imaginer, on va reprendre cette image de l'élève, puisque je suis parti de cette analogie, pour que l'élève puisse apprendre ce que lui dit l'enseignant, eh bien, pour qu'il puisse se réapproprier, il faut qu'il y ait une forme d'adhésion. Il faut qu'il soit, pour le dire un peu trivialement, sur la même longueur d'onde. J'adhère à ce qu'il dit. Ça veut dire que je n'ai pas de doute. Et de l'autre côté, il faut que ce soit cohérent entre ce que l'enseignant dit, ce qu'il fait, la manière dont il le dit, c'est les histoires qu'il raconte, ce qu'il incarne et ce qu'il montre, ce qui est vu. S'il y a une cohérence entre ce qui est dit, ce qui est fait et ce qui est vu, eh bien, vous avez une cohésion. Et si vous avez la cohésion et l'adhésion, vous avez la confiance. Et j'ai beaucoup cherché à savoir pourquoi il était difficile un petit peu de se positionner avec les jeunes sur cette difficulté d'apprentissage. Ce n'est pas qu'ils ont plus de difficultés à apprendre que les autres, c'est que simplement ils se méfient. Et avant d'apprendre, avant de me réapproprier ce que me dit le senior, je ne sais pas s'il faut parler du vieux ou bien voilà, avant de me réapproprier ce que me dit, eh bien je veux l'expérimenter, je veux vérifier, je veux valider. C'est quelque chose sur lequel on reviendra, c'est-à-dire que le senior, eh bien, il a besoin d'avoir sa légitimité et sa crédibilité avant d'être reconnu pour ce qu'il est. Voilà, dans son autorité hiérarchique, dans son autorité technique, dans sa compétence, dans son expertise. D'entrée de jeu, la donnée de base, c'est « je me méfie ». Et là aussi, je reviendrai là-dessus au terme de mon intervention.
Il a besoin de la confiance, on ne peut pas apprendre sans confiance, et il se méfie. Eh bien, c'est comme si vous passez d'un paradigme à un autre, c'est comme si vous passez d'un océan à un autre. Je vais prendre une image, vous passez de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, on peut passer par le haut ou par le bas, c'est peut-être plus simple par le bas, mais par le bas, ce serait le Cap Horn, si je ne me trompe. Et quand vous passez comme ça entre deux caps, c'est chaotique. Contre vents et marées, ça bouscule, ça perturbe. Et d'ailleurs, le dictionnaire, ça perturbe aussi dans le dictionnaire. Quand vous voulez passer de la méfiance à la confiance, et les psychologues et les pédopsychiatres nous l'expliquent beaucoup, eh bien, vous passez par de la défiance. Et donc, l'autorité va être défiée. Et on plonge tout de suite dans l'univers de nos générations, c'est-à-dire qu'en effet, on va avoir un rapport avec eux qui risque d'être particulier. Mais honnêtement, ce rapport de défiance, tous les parents l'ont eu avec leurs enfants, peut-être à des âges différents, mais en tout cas, ça arrive à un moment ou à un autre. Alors, quand on parle des générations, de quoi parle-t-on ? Eh bien, génération, si on prend les dernières, W, X, Y, Z. W, c'est les enfants de la guerre. W, la guerre en anglais, war. Et puis, ces enfants W ont donné plus tard des enfants X, nés à partir de 60. Sociologie, on travaille sur des tranches d'âge d'une vingtaine d'années, et donc qui eux-mêmes ont des enfants à partir des années 80, les Y, qui eux-mêmes ont des enfants, les Z, à partir des années 2000. Donc 2000-2020, actuellement, on dit dans la génération Z. Si on prend les générations Y et Z, ça représente, pour donner un ordre de grandeur, quand même 50% de la population active en France en 2020. Donc, on n'est pas en train de parler d'une problématique sur quelques pourcentages, hein, c'est 1 sur 2, quoi. Donc, à un moment donné, la question est sérieuse. Avant de la traiter, attention aux poncifs, attention aux généralités, ne tombons pas dans les jugements de valeur un peu trop faciles. Là, je viens de parler des âges, et parce qu'il faut bien définir quelque chose. Hein. Alors, Y, il y a des raisons, c'est parce qu'on est en sociologie. La sociologie, c'est des statistiques mathématiques. On fait des nuages de points, on essaye de voir dans des attitudes et des comportements ce qui rassemble ces attitudes et comportements, et on met ça sur des graphiques, et on met ça donc sur des graphiques dans des plans, vous vous souvenez tous, des plans orthonormés, OX, OY, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Après, on passe en 3 dimensions, et donc OX, OY, OZ, etc. Et après, eh bien, quelques poètes se sont amusés à y trouver des significations. X né sous X, Y, Y en anglais, génération pourquoi il faut mettre un S au pluriel, pourquoi je dois apprendre le polynôme du 3e degré, à quoi ça sert, pourquoi je dois travailler, pourquoi l'herbe est verte, pourquoi l'eau est mouillée, pourquoi. Et puis, avec les technologies, eh bien, les Z deviennent des zappeurs, la génération zapping, Z comme zapping. Bon, donc attention aux âges, parce qu'en final, quand on y regarde de près, on peut trouver des jeunes vieux et des vieux jeunes, pour la faire courte, et en fait, on va s'apercevoir qu'il y a un certain nombre d'autres critères qui vont petit à petit faire exploser ce rapport à l'âge. Et tout compte fait, il n'est pas si significatif que ça et si discriminant que ça. Par exemple, et il n'y a pas d'ordre dans ce que je vous propose ici, les activités sociales. Entre le fait que vous allez participer à des activités sportives, vous allez être bénévole pour une association, pour une activité caritative, que vous allez donner de votre temps, eh bien, en fonction du fait que vous allez participer ou non à une activité sociale, et quels que soient vos âges, eh bien, ça va vous mettre en ouverture au monde, ça va vous confronter aux contraintes, ça va vous développer votre capacité à apprendre, ça va développer votre capacité à l'empathie, et puis probablement dans ces activités, et même si vous prenez dans ces activités quelques responsabilités de secrétaire, de trésorier, par exemple, eh bien, ou de président de votre club de foot du coin, ou de joueur de boules, eh bien, vous allez être confronté, vous le disiez tout à l'heure, à l'assertivité. C'est-à-dire, à un moment donné, à devoir affirmer ses choix, et l'affirmer avec énergie, émotion, enthousiasme, sourire très certainement, mais fermeté aussi très certainement. C'est aussi l'idée des zones urbaines et des zones non urbaines. Il est clair que vous avez, je prenais un exemple tout à l'heure, entre des enseignants qui vont enseigner en banlieue parisienne ou dans d'autres banlieues, dans des zones difficiles, et puis un enseignant qui va enseigner en zone rurale, dans une petite classe, etc. Il est clair qu'on n'a pas les mêmes attitudes et les mêmes comportements. Les catégories socio-professionnelles, l'accès ou non aux technologies.
selon que ce sont des personnes qui sont nées avec la télécommande ou avec un ordinateur dans les mains ou pas, ceux dont les parents ont toujours utilisé ou pas. Donc vous avez aussi les modes éducatifs. Et d'ailleurs, ça, aujourd'hui, c'est plus discriminant que l'âge. Le mode éducatif, c'est comment le jeune a été cadré, comment il a été éduqué, quel est le système de valeurs dans lequel il a évolué à la maison, par exemple. Les niveaux de qualification. Selon que vous vous trouvez avec quelqu'un qui n'a pas été au-delà de la troisième ou qui n'a pas son bac ou au contraire qui a fait une prépa, une école d'ingénieur, l'université, qui a fait de l'Erasmus, qui a fait 3 fois le tour du monde avant de commencer à travailler, c'est clair que vous n'avez pas les mêmes attitudes. Et puis, dans ces niveaux de qualification, c'est la différenciation professionnelle. Si la personne a fait 5 ans de droit, elle risque d'être plus cadrée que quelqu'un qui aurait fait 5 ans d'études artistiques, par exemple. C'est évident. Quelqu'un qui a fait une formation, une école d'ingénieur, eh bien, il va avoir une démarche scientifique qui pourrait s'apparenter à quelqu'un qui aurait fait de la biologie, qui ne va pas forcément s'apparenter à l'économiste ou au sociologue que je suis. Ce n'est pas le même genre d'études, ce n'est pas le même genre de format. On n'a pas été formaté de la même manière. Puis il y a un point quand même, je ne suis pas sûr que ma liste soit exhaustive, mais elle est quand même pas mal complète, c'est l'histoire de savoir si on est en France ou à l'étranger. Ça, c'est un truc très particulier. Le grand discours sur les générations, autant vous étonner, c'est un discours très, très français. Il y a des pays, quand vous leur parlez de génération, vous dites de quoi vous parlez. Enfin, dans le genre, vous avez un problème en France avec les générations. Qu'est-ce qui se passe? Alors, et pourtant, c'est bien les mêmes jeunes, enfin, a priori, puis ils ont la même tranche d'âge, là encore une fois. Par contre, c'est sûr qu'en France, eh bien, on aime bien parler de ce qui ne va pas. On aime bien appuyer sur le négatif. Et puis, ce n'est pas à vous, je vais expliquer, quelques événements récents nous témoignent et nous témoigneront peut-être encore probablement à l'occasion de quelques actualités du pouvoir de la contradiction cher à notre culture. Alors forcément, quand vous mettez une personne, je rappelle là aussi en français, une personne, persona en latin, c'est un potentiel. Quand vous mettez une personne dans un environnement, elle est très, aussi le fruit et le produit de son environnement. Vous savez, en psychologie, on parle de l'effet Pygmalion, c'est-à-dire que vous mettez une personne dans un environnement intelligent, elle deviendra intelligente. Vous mettez la même personne dans un environnement idiot, malheureusement, elle risque de devenir idiote. Alors c'est clair que l'individu, la personne, va devenir quelqu'un qui est le programme de la vie. Tu viens à l'état, tu viens au monde et tu es personne et tu deviendras quelqu'un. Eh bien, c'est en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes. Donc attention aux généralités. La définition de base, c'est une définition d'âge, mais il n'y a pas que ça. Alors, quel est le souci? Le souci, c'est l'environnement, puisque un individu est le produit de son environnement, et d'ailleurs, ne dit-on pas génération, W, X, Y, Z? Du coup, quel est le verbe d'action qui est derrière génération? Substantif. Le verbe, c'est générer, ER, un verbe du premier groupe. Générer, ça veut dire produire par. Ça veut dire que l'enfant, le jeune adulte, il est produit de l'environnement, il est généré par l'environnement. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cet environnement? Alors on ne va pas refaire toute l'histoire, c'est à ce titre-là qu'en tant qu'économiste, l'économiste, son métier, c'est l'analyse de l'environnement, on va prendre quelques repères. Parce qu'il est clair que les enfants qui sont nés après les 30 Glorieuses, donc les 30 Glorieuses, je ne vous la refais pas, les 30 années de croissance et de développement d'après-guerre liées à la reconstruction, autant on a parlé des 30 Glorieuses, autant j'ai toujours été étonné que dans le discours économique ou le discours pris par les médias, on n'ait jamais parlé des 40 ou des 50 Furieuses. C'est les années qui ont suivi, c'est les décennies qui ont suivi à partir des chocs pétroliers des années 70. Et à partir de ces années, eh bien, on s'aperçoit que nos jeunes sont un peu nés comme dans une lessiveuse. Alors je vais vous la faire vite, volontairement, à la manière d'une lessiveuse. C'est-à-dire sur tous les phénomènes d'accélération qui se sont produits au niveau de l'évolution de l'environnement. Les phénomènes d'accélération, je pense ne pas être trop vieux, mais honnêtement, j'ai encore gardé la fiche de paye de mes grands-parents dans laquelle il y avait 2 lignes, le haut et le bas. Il n'y avait pas grand-chose entre les deux. Je me souviens du grand événement, le jour où la télé est passée en couleur. Et je me souviens de la 2e chaîne et de la 3e chaîne.
Bon, et je me souviens que lorsqu'on a eu la télé en couleur avec la 3e chaîne, ce jour-là, ne me demandez pas pourquoi, mes parents m'ont autorisé à boire du Coca-Cola. C'était un crime de lèse-majesté, mais voilà. Donc je regardais la télé en couleur, les dossiers de l'écran, j'ai la musique qui sonne encore avec du Coca-Cola. C'était un truc de dingue, quoi. Bon. Et après, ça a été une vitesse. Est-ce que vous vous souvenez de la date de mise en main du smartphone, c'est-à-dire de l'Internet embarqué dans la main? Eh bien, c'est très symbolique. C'est l'année de déclaration par la Commission européenne de la 3e révolution industrielle, 2007. Acceptez que 2007, dans l'histoire du temps, c'est hier soir. Et on a tous l'impression, du verbe imprimer, graver, mémoriser, d'avoir cet outil dans les mains depuis bien longtemps. On se souvient tous des numéros de téléphone, un chiffre ou à 2 chiffres, où on passait par un standard, où on faisait le ploum, et là aussi, là, je ne sais pas comment on dit, là, on faisait la pompe sur le téléphone, et puis après on avait le cadran, puis après on a eu les touches, puis après on a enlevé le fil, et à partir de ce moment-là, on était complètement relié à notre déconnexion. La problématique de l'environnement, ce n'est pas le changement. D'ailleurs, j'ai quelques réticences personnelles quand on parle de l'environnement en termes de changement. Parce que les premiers outils, à l'époque préhistorique, c'était du changement. Le feu, c'était du changement. L'imprimerie, c'était du changement. Gutenberg, du changement. Le Edison, c'était du changement. Le moteur à explosion, du changement. Le téléphone, les avions, TGV, c'est du changement. En fait, on a toujours connu du changement. Je ne sais plus quel auteur a dit, il n'y a pas plus fixe que le changement dans l'histoire de l'humanité. Le vrai problème, ce n'est pas le changement, c'est la vitesse. La vitesse, parce que notre problème, c'est une problématique d'accélération dans la fréquence des changements, une augmentation dans la fréquence des changements. Et le deuxième problème, c'est que cette vitesse, elle s'est accompagnée d'une distanciation. Pourquoi est-ce qu'il faut aller vite ? Parce qu'on pourrait se poser la question. Tout le monde va vite, va vite, va vite, mais pourquoi il faut aller vite ? Mais il faut aller vite parce que le monde s'est distancié. Les frontières se sont un peu délitées. Une information, quelque chose qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, en Inde ou en Chine, dans la seconde, vous êtes au courant. Et puis, on va mener des affaires. Moi, j'ai créé ma petite activité à titre personnel et puis créé donc mon entreprise en 1995 en me disant on ne va pas se prendre la tête, on va la créer là autour des 10 communes autour du village où je réside. Et puis rapidement, vous êtes obligé de monter au bout du département, et puis la région parisienne, et puis aujourd'hui, on travaille sur toute la France, et puis je suis avec vous aujourd'hui, j'étais hier à Valence, je serai demain à Lyon, je repars au Puy du Fou la semaine prochaine, pas pour m'amuser, pour faire un séminaire au Puy du Fou, et puis je file à Rennes après, et à cause de cette distance, qui rend difficile les échanges. Presque, sinon vous avez la courbe de John Nash, le monde, il est tellement distant que vous avez une rupture des équilibres et les gens ne sont plus en contact. Or, en matière humaine, il n'y a pas de fécondité sans contact. Vous êtes tous le fruit d'un contact, ou alors j'ai pas tout compris. En matière humaine, il n'y a pas de fécondité sans contact. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il faut développer une technologie pour remettre en contact les gens qui se sont séparés, distanciés dans l'environnement. J'ai une fille qui actuellement est au Mali, dans l'armée. C'est quand même assez étonnant et j'ai quand même du mal à gérer le fait qu'elle me téléphone, elle m'envoie des photos comme si on était dans la salle d'à côté. Dans la tête, c'est compliqué. Voilà. C'est-à-dire que les technologies sont venues apporter, alors les trains, les avions, l'Internet, tout ça, le téléphone, sont venus compenser la distance. Donc la problématique de l'environnement, c'est une problématique de distance et une problématique de vitesse. Et la vitesse va permettre de compenser les échanges qui auraient dû s'arrêter à cause de la distance. S'il n'y avait pas eu la technologie, eh bien, si on se réfère à John Nash sur la théorie de l'équilibre, prix Nobel d'économie en 1994, je pense, eh bien, le système aurait dû exploser. Or, le système n'a pas explosé grâce aux technologies. Voilà. Donc, si on prend quelques phénomènes d'accélération,
sans être exhaustive, mais vous mettre un peu à la place du jeune qui vient de naître là, dans les années 60, et puis après les années 80, puis après les années 2000, la télé, la couleur, la télécommande, on ne se bouge plus pour faire passer les images, on ne se bouge plus pour changer de chaîne à la télévision, et de la télévision, les jeux vidéo, le smartphone, etc. Et vous mettez tout ça dans un univers d'amusement, de plaisir et de jeu, et vous mettez cet univers de jeu dans une république des jeux. Alors, je ne vais pas faire le commentaire ou vous dire ce que je pense, je n'ai pas donné mon avis personnel de la République des jeux et de la Française des jeux, ça c'est un autre problème, mais je pense qu'il est criminel de pouvoir laisser des enfants regarder dès le plus jeune âge la télévision à des heures de grande écoute ou en grattant, en courant après le bon cheval ou en pariant ou peut-être en tirant le bon numéro, on peut gagner autant d'argent que ce que l'on n'aurait jamais en travaillant dur. Et cette république des jeux, petite goutte après petite goutte, jour après jour, vous pouvez gagner des millions et des millions et des millions sans travailler, forcément, va participer à la dégradation du rapport au travail. Félix Baumgartner, vol stratosphérique, on est en 2014, je saute en parachute à 40 km, c'est un symbole, et ce symbole, il m'intéresse en matière de recul des limites, des limites, des limites, des limites. Et là, je vais vous poser une problématique neuroscientifique. Si vous voulez sortir de cette pièce, il vous faut passer par la porte. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore des technologies comment on dit, là, où on traverse les murs. Hein, voilà. Donc, il faut passer par la porte. Et la porte, il faut la voir. Alors déjà, il faut avoir un objectif. Est-ce que l'objectif des jeunes est clair? On y reviendra. D'où l'idée du management participatif et je dirais aussi du management par objectif. Hein, parce qu'à partir du moment où l'objectif n'est pas clair, vous n'avez aucune raison de sortir. Et si vous avez la raison de sortir, la deuxième chose, c'est qu'il vous faut une vision globale. Pourquoi? Pour percevoir le cadre, pour percevoir la périphérie, pour percevoir la contrainte, pour percevoir les exigences qui font qu'à un moment donné, autour de la contrainte et autour du cadre, il y a une opportunité qui s'appelle la porte. Et le cerveau de n'importe qui, quelles que soient les générations, et vous ici, pour pouvoir cheminer vers vos objectifs et atteindre vos objectifs, il vous faut donc deux choses. Il vous faut une vision globale. Est-ce qu'il est possible d'avoir une vision globale quand on a reculé les limites? Et quand on a tellement reculé les limites qu'on ne les voit plus, eh bien on est en recherche d'opportunités, on est en recherche de sens, on est en recherche de cadre, on est en recherche de repères. Et dans un monde où on a reculé les limites, et quand vous écoutez aujourd'hui les scientifiques sur les nouvelles technologies et qu'on essaye de faire la prévision des technologies qui vont arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, en fait, on s'aperçoit que ça devient complètement fou. Je vais juste vous donner une idée, hein, pour que vous puissiez vous projeter. Il n'y avait pas de smartphone avant 2007. Il est dit aujourd'hui, et je crois que cette échéance, elle est trop loin, ça arrivera plus vite. La prochaine étape dans les technologies, il n'y aura plus d'écran. Il n'y aura plus d'écran. Vous aurez l'information dans vos lunettes, vous aurez l'information sur les murs, vous aurez l'information sur les pylônes, vous aurez l'information sur le pare-brise de votre voiture, ce qu'on a déjà aujourd'hui sur les Rafales, sur les avions, etc. Ça veut dire que là, on a mis toute la puissance de l'information et de la connaissance dans les écrans. La prochaine étape, on supprime les écrans. Les scientifiques disent 10 ans pour vous annoncer une bonne surprise que ce sera peut-être dans 5, 6 ou 7 ans. Bon. Mais donc, quand on recule les limites, je vais reprendre une petite phrase de Françoise Dolto. Un enfant ne peut pas trouver sa liberté s'il ne peut pas développer son autonomie à l'intérieur d'un cadre. Et à partir du moment où vous n'avez plus ces limites, où vous avez l'impression qu'il n'y a plus de limites, et là je vais changer un peu de discours, où on peut tout dire et son contraire, où un homme politique au sens noble de la police en grec, vie, norme, organisation de la cité, où un homme politique fait un discours et où le lendemain, vous avez la moitié du 4e pouvoir et l'autre moitié du 5e pouvoir, derrière le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, vous avez le pouvoir des médias, 4e, et le 5e pouvoir, le pouvoir des réseaux sociaux, où le lendemain, vous avez la moitié des gens qui disent « tout ça c'était très intelligent, non, tout ça c'était absurde ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entend tout et son contraire, et où on a l'impression, entre parenthèses du verbe imprimer, graver, mémoriser, je me répète, c'est-à-dire ce qui est imprimé, c'est qu'on peut tout dire et son contraire. On peut tout faire et son contraire.
Et si l'élève est à l'école et que les parents ont trouvé intérêt d'aller en vacances en dehors des périodes scolaires, pourquoi? Parce que ça coûte moins cher, puisqu'on est en dehors des périodes scolaires. Eh bien simplement, on va prendre nos vacances en dehors des périodes scolaires. Le nombre de proviseurs, de chefs d'établissement qui me posent le problème des parents qui prennent des vacances pendant le temps scolaire, et en disant, de toute façon, c'est notre choix. Et là, ce n'est pas un problème de jeune génération, c'est le problème des parents. Quel est l'exemple que donnent les parents? Par exemple, ce n'est qu'un exemple. Et donc, on recule les limites, et quand vous reculez les limites, ben, vous comprenez que, on a du mal à sortir de la pièce. Du coup, on va générer un problème dans le rapport à la frustration, parce que j'ai un objectif, sortir de la pièce, mais j'arrive pas à sortir de la pièce. Pourquoi? Je ne vois pas la porte. Il n'y a pas d'opportunité pour qui ne sait pas avoir une vision globale et repérer le cadre. Je vous invite à garder cette petite mémoire de l'exercice qui consiste à sortir de la pièce. On continue dans la lessiveuse du client roi, return on investment, mais aussi du client roi, libre service. Le petit enfant, il vient au monde, on le met, puis voilà, il fait ses courses avec ses parents dans le super ou dans l'hypermarché, et on prend à gauche, à droite. Le petit bébé, il ne voit pas forcément qu'on paye. Il ne voit pas forcément qu'il y a un prix à payer et qu'il y a une valeur derrière ce que l'on vient de mettre dans son caddie. Et c'est une valeur, deux valeurs, trois valeurs. Puis vous voyez le caddie là, qui est bondé, et le petit, il est là sur le petit banc là devant le caddie, et qu'est-ce qu'il voit? On se sert. Ça s'appelle le libre service. Et puis plus tard, je veux une pizza, j'appelle la mobilette et on m'apporte, non c'est plus une mobilette, le scooter, et on m'apporte en scooter la pizza, ou alors on baisse la vitre et je vais avoir mon hamburger, on me le sert là sur les genoux bien sûr, etc., etc. Et vous avez toute cette culture qui s'est développée, qui est une culture du héros, qui va faire qu'en fait les choses sont faites pour moi, c'est ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Il n'y a qu'à demander. Et ce culte du client roi a développé ce que j'appelle une hystérisation du moi. Moi. Voilà. Et ça contribue à un terme qui est revenu tout à l'heure, l'individualisme. On y reviendra. Voilà, je veux de l'aventure, je veux être le premier, je veux être en avant, je veux être sous les projecteurs, j'ai un besoin de valorisation et de reconnaissance, on en a un peu parlé tout à l'heure, je veux être la star, ce voice, c'est moi. Voilà. Une ère du kit et de la recette. Il faut que ça aille vite, il faut que ce soit rapide. Mais comment peut-on leur reprocher? Puisqu'ils sont nés à une époque des technologies pour toujours aller plus vite. Et est-ce que ce n'est pas les parents qui leur ont dit, c'est tout de suite, tu ranges ta chambre tout de suite, et tu te dépêches parce que je dois te conduire à l'école dans 5 minutes, tu te dépêches. Est-ce que tu as fait tes devoirs pour demain? Tu te dépêches. Et c'est pour hier soir. Eh bien, dans une culture du kit et de la recette, moi-même, en tant qu'intervenant, le sujet classique, c'est... alors à l'époque, c'était la motivation, ça s'est calmé. Les organisations nous appelaient en disant « Monsieur Drolon, est-ce que vous avez une recette pour motiver les collaborateurs ?» Sachant que la motivation est le rapport à deux choses dans l'état actuel des connaissances. La motivation est une conséquence et n'est pas une cause. Vous ne pouvez pas chercher la motivation quand vous recrutez un collaborateur. Il est motivé pour quitter l'état ou l'endroit dans lequel il était. Ça, c'est sûr qu'il est motivé parce qu'il l'a quitté et il a envie de rentrer chez vous. Par contre, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour construire une motivation, un motif à l'action, une raison à l'action chez lui, qui va lui donner envie de rester, de s'investir dans vos activités. Ça, c'est un autre sujet. Donc, la motivation est une conséquence et pas une cause. Et la deuxième chose, c'est que le meilleur facteur de motivation, et ça, c'est intéressant par rapport à l'observation que je faisais tout à l'heure sur le nuage de mots, la meilleure motivation aujourd'hui, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage qui développe les compétences. Et quand lundi après lundi, je prends un lundi parce que c'est un début de semaine, mais bon, j'aurais pu prendre un autre jour, vous vous dites, j'ai l'impression, j'ai le sentiment d'être moins idiot que la semaine dernière, parce que j'ai appris un truc. Et si vous apprenez et que vous avez l'impression par votre activité, que vous avez l'impression par les relations, que vous avez l'impression par vos réalisations, que vous avez l'impression par le résultat de vos réalisations, je le rappelle que le résultat est une résultante, on a ce qu'on mérite, eh bien, ça nourrit la fierté, l'estime de soi, la confiance en soi, patati et patata, et donc ça développe la confiance aux autres. Eh bien, cette histoire de motivation, eh bien, le meilleur facteur de motivation dans l'état actuel des connaissances, ce serait l'apprentissage. Et donc, on ne peut pas apprendre tout seul, parce que l'apprentissage, ça c'est l'intelligence émotionnelle qui nous l'explique, c'est toujours lié avec un pédagogue en face. Alors de là à dire
que les cadres, les managers, les chefs d'avant-hier ou les responsables d'hier deviennent des pédagogues pour développer la capacité à apprendre plus et plus vite de tout le monde. Et de faire en sorte que parce qu'on va développer la capacité à apprendre plus et plus vite, on va donc développer les compétences, eh bien il n'y a qu'un pas, et je le fais. Vous devez donc tous devenir des pédagogues. L'enjeu pour vous, c'est de devenir des professionnels de la pédagogie pour développer la capacité à apprendre. On parlera tout à l'heure, et vous l'aviez évoqué tout à l'heure dans les restitutions, d'organisation agile. Il ne peut pas y avoir d'agilité sans développement de la capacité à apprendre. Le culte de l'instantanéité, il faut aller vite. Dans un monde de bruit, c'est assez embêtant le monde de bruit, parce que le silence, c'est la nourriture du cerveau. Je ne sais pas si vous savez, mais on a besoin de silence. Et il ne peut pas y avoir de repos dans le bruit. Et quand on a à résoudre des problèmes complexes, on a besoin de silence pour développer la créativité, l'imagination, etc. L'imagination, c'est une activité cérébrale qui a besoin d'un nutriment qui s'appelle la réflexion. Et la réflexion passe par le silence. Dans un monde de bruit, c'est complexe. Alors, si on essaye de regarder un petit peu cette lessiveuse, vous avez bon, il n'y a pas d'ordre. La République des jeux, je n'ai pas trop parlé des messages publicitaires. Hein, vous n'avez qu'à inventer la vie qui va avec, le message de la Twingo à l'époque, vous vous souvenez, hein, et c'est Renault qui s'était réapproprié ça, puis je crois que Citroën maintenant l'a repris aussi. Nous, on est constructeurs de voitures, et puis vous inventez la vie qui va avec. Enfin, il faut oser le faire. Le Club Med, c'est où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, on vous trouvera toujours une solution sur mesure. Bah, écoutez, moi, j'ai pas un sou, mais je vais aller au Club Med, d'accord, aussi. OK. Et puis, voilà. Le contexte socio-économique, l'infobésité, c'est-à-dire l'information, l'overdose d'informations, excusez-moi de prendre un terme anglais, mais on entend tout et son contraire tous les 5 minutes, et d'une incapacité à faire le tri. Les messages sur le travail. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle sur le travail, on en parle dans la presse, à la radio, à la télévision? Non, on ne parle que des histoires, que des affaires. Je reviens à mon petit enfant qui vient au monde, et puis il est dans cette infobésité, et le monde du travail, c'est un monde de brutes. C'est certainement pas le monde de rêve du Club Med. Et donc le monde du travail, parce qu'il n'est pas idiot le jeune, si on peut l'éviter, si on peut faire en sorte d'y aller le plus tard possible, on ne va pas se gêner. Alors, qu'est-ce qui va être important? L'épanouissement personnel, se faire plaisir. Si en plus on n'est pas sûr d'avoir de la retraite demain, prenons notre retraite tout de suite. J'ai fini mes études, j'ai fini mon diplôme, moi je vais aller me faire le tour du monde. Et comme je vais aller me faire le tour du monde, je vais prendre des activités, et puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. Et quand est-ce que tu travailles? Bon, on verra, on a la vie pour ça. Hein, on travaille après. Et pourquoi? Parce qu'il y aurait une forme de crainte, de peur du travail, de peur d'être pris dans un étau, d'être pris dans des fourches codines et de ne pas pouvoir s'en sortir. Cohérence ou incohérence? On se pose un certain nombre de questions. Il y a un terme que je n'ai pas cité, c'est les ruptures. Oui, le monde bouge et on a un certain nombre de ruptures. Si on reprend cette évolution là, de notre lessiveuse depuis ces 30, 40, 50 années furieuses, éclatement du monde, choc astronomique, raccourcissement des cycles de vie, une société de consommation qui devient une société de dépenses parce qu'on n'a même plus le temps de consommer ce qu'on a acheté et il faut toujours avoir plus. Quand vous combinez le choc astronomique et le choc biologique, quand vous pouvez donc avoir une voiture, vraisemblablement, vous pouvez acheter une voiture japonaise, coréenne, 10 km à la ronde ici autour de Hoche, ça veut dire que vous allez vous poser un souci. C'est le souci psychologique. Et donc le choc psychologique, qui est un choc de souci de soi combiné à un souci de choix. Ça, c'est dur à dire, hein, c'est comme les chouchis, c'est qu'est-ce que je veux aujourd'hui? C'est-à-dire que vous créez petit à petit cette génération Z. Et vous passez comme ça avec un souci de choix et de soi. Est-ce que je vais au McDo? Est-ce que je vais dans une pizzeria? Est-ce que je vais manger des chouchis? Est-ce que je mange du chinois? Ou est-ce que je me prends un sandwich? Est-ce que je ne mange pas du tout? Je vais à la piscine? Ou est-ce que je reste au boulot pour bien faire ce que j'ai à faire? Et puis comme ça, j'aurai fini ce soir, parce que l'échéance, c'est ce soir, il faut aller vite. Eh bien, chacun va pouvoir organiser sa vie à demeure. C'est comme on veut. Et à force, quand vous regardez la combinaison et la conjugaison de ces choix, sachez, voilà, eh bien, à terme, vous créez un choc spirituel. Celui qui a toujours été en vacances à la montagne, il va à la mer. Celui qui a toujours été à la mer, il va à la montagne. Celui qui a toujours été en vacances pendant les périodes de vacances scolaires commence à aller en vacances en hors période scolaire.
Remise en cause des appartenances. Ça va même jusqu'au couple, ça va jusqu'aux religions, l'augmentation du taux de divorce, les gens qui passent d'une religion à l'autre, etc., etc. En fait, remise en cause des appartenances qui a développé l'individualisme, l'égocentrisme, le narcissisme, la culture du moi, du client roi au client moi, l'hystérisation du moi, l'individualisation de la société. Et forcément, il devient logique après de se dire que nos jeunes sont individualistes. Bon, vous comprenez que la vitesse va être contributive de la perte de cohérence et d'adhérence. Je vais prendre un exemple. Vous êtes sur une voiture, la ligne est droite. Vous êtes dans une voiture, vous conduisez, la ligne est droite. L'objectif est clair et vous avez une bonne impression du temps. Vous savez que vous avez autant de kilomètres, vous savez que vous avez autant de temps pour le faire. Mais d'un seul coup, l'environnement devient... c'est le brouillard, c'est la tempête. La route devient sinueuse. L'objectif n'est pas clair et ça fait 3 fois que vous changez de route. Et il faut aller vite. Je ne sais pas dans quel virage vous allez dégager. Mais vous allez avoir une problématique de cohérence entre ce que vous voulez, les moyens que vous mettez en œuvre, le chemin pour y arriver. Et du coup, en finale, il y aura un problème d'adhérence des roues sur le sol. Et la voiture va quitter la route et ira dans le décor. Il n'y a que la date et le lieu de l'accident qu'on ne connaît pas. La vitesse va être un élément contributeur de perte de cohérence et d'adhérence. Ce qu'on peut aussi regarder dans notre lessiveuse, c'est les ruptures. Je vous ai dit que les ruptures, je ne l'avais pas évoqué. Et je ne vais pas parler des ruptures maintenant, c'est le changement du monde. On est passé de la première, deuxième révolution industrielle, et avec le millénaire, on est passé à la troisième révolution industrielle. On a changé de paradigme. Fin de l'abondance, c'est notre problématique écologique, sur l'eau, sur le carburant, sur des tas d'énergie, et cette problématique d'énergie renouvelable, le réchauffement de la planète, technologie numérique. Et attention, aujourd'hui, il ne faut plus parler de révolution technologique. Elle est passée, la révolution technologique. C'est parti. Le vrai problème de la révolution numérique, c'est qu'on a tellement mis d'intelligence artificielle dans les objets qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est de remettre de l'intelligence réelle dans les relations. Si, dans une balance, vous avez de plus en plus de poids qui est donné à l'intelligence artificielle, si vous ne faites rien en face, demain, c'est les machines qui vous commandent, hein. La seule manière de s'en sortir, c'est de l'autre côté de la balance de l'intelligence réelle. Nous sommes condamnés à développer l'intelligence au travail. On est aussi condamnés à développer l'intelligence à la maison, je vous rassure. Mais sinon, c'est les machines qui vont nous bouffer. C'est quel code de la route vous avez établi avec vos mails, quel code de la route vous avez établi avec votre téléphone, c'est votre smartphone, quel code de la route vous avez établi. Il ne s'agit pas de ne pas les utiliser, il s'agit de bien l'utiliser. D'un autre modèle économique, on est passé à l'économie d'information, en plus avec le 4e et le 5e pouvoir, avec ce que je viens de dire, une économie de l'intelligence qui exige un développement des compétences, une économie d'usage en lieu et place d'économie de propriété. D'un moteur de vie différent, je crois que, donc ça c'est une rupture philosophique. Le noir en parle très bien, c'est comment... Dans un monde qui va dans tous les sens et en perte de repères, je suis en quête de sens. Je suis en recherche de repères. Je cherche mon essentiel. Et du coup, je cherche sur quoi mettre mes pieds. Les valeurs ne sont-elles pas le sol de notre conduite ? Donc, perte de valeur, recherche de valeur. Et donc, on est en train de rechercher son moteur sur un rapport au pouvoir qui a changé, le rapport hiérarchique, avec de nouvelles organisations, puisque l'idée des organisations, c'est de répondre à la vitesse d'accélération des changements du monde, c'est-à-dire flexibilité, réactivité, capacité d'anticipation, agilité, par exemple. Donc les ruptures, elles sont là. Alors nos générations, nos enfants qui sont venus au monde là-dedans et qui sortent de la lessiveuse, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont rechercher ? De l'humanité. Ils vont rechercher du cœur, ils vont rechercher de la raison, ils vont rechercher du sens, ils vont rechercher des repères. Parce qu'ils recherchent des opportunités. Ils veulent saisir les opportunités. Je fais des interventions aux arts et métiers et des interventions régulières à l'EM Lyon, à l'école de management de Lyon. Et quand j'ai des étudiants en dernière année, à l'occasion des pauses ou la fin du cours, je leur dis tiens, tu as fini tes études, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vous assure que c'est plus d'1 sur 2, c'est 2 sur 3 étudiants, si ce n'est pas un peu plus, qui me disent justement, on a fait des études pour saisir les opportunités.
quand vous leur posez la question en termes de projet de vie, projet personnel, projet professionnel, projet social, c'est creux. Ils vont saisir des opportunités. Recherche d'opportunités, de projets, et quand vous leur parlez de c'est quoi leur projet, c'est leur rêve, c'est les belles histoires. Rechercher des réalisations, des challenges, des défis. Vous savez, dès qu'ils jouent à des jeux vidéo ou dès qu'ils sont entre bandes de copains, c'est quoi? C'est du challenge, de l'enjeu et du défi. Le petit challenge que vous allez retrouver quand ils vont aller sur une piste de karting ou quand ils vont faire de l'acrobranche, mais ça peut être pire, quoi. Ça peut être aller se faire la descente de la Corse sur le GR, je ne sais plus combien. Ça va être se faire la traversée du désert marocain. Ça va être de se faire, et pourquoi pas Saint-Jacques-de-Compostelle, enfin, etc., etc. Ils sont en recherche de challenges, d'enjeux et de défis. Ils n'ont pas confiance en eux, du coup ils n'ont pas confiance aux autres, du coup ils se méfient, je vous ai dit tout à l'heure, et du coup ça développe des attitudes de défiance, manque de relations vraies, ah bah oui, ça les amis, ils en ont plein. Hein. Et du coup, ils en ont plein, mais par écran interposé, et dès lors, ils sont en recherche de relations vraies, mais dans la défiance. Ils ne veulent pas se tromper. Donc ils vont vérifier 15 fois, et ils vont vous tester, mais ils en ont besoin. Ils ont peur du contact. Ou alors, je l'ai entendu tout à l'heure, ils sont maladroits dans le contact. Alors c'est brut de décoffrage, c'est de l'irruption verbale, c'est plus de la communication, c'est de l'expression, c'est de l'extériorisation de pression. Je parle sans tourner la langue dans la bouche avant de parler, comme me disaient mes parents, n'oublie jamais de tourner, voilà, réfléchis à ce que tu vas dire et après tu parles, voilà, pense à la conséquence, mais non, eux, non. Voilà, brut dans le contact, manque de vision, manque de projet. Par contre, il y a un truc qu'ils ne veulent pas, c'est le rejet du passé. Parce qu'avec tout ce qu'on dit comme information, de tout ce qu'ont mal fait les anciens, le chômage, le réchauffement planétaire, enfin on va prendre tous les sujets tout à l'heure, vous en faites là une belle macédoine, et on vous dit, vous voyez le monde que vous nous avez laissé. Alors, on ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait exactement ce qu'on ne veut pas. Et là, vous avez ce comportement génération zapping. Je vais rentrer au conseil général, je vais regarder si c'est bien, si c'est fun, si c'est sexy, si on peut se réaliser, si les gens sont sympas, et puis on verra, après je déciderai. La problématique, c'est déjà de recruter, mais la problématique plus dure, c'est de fidéliser. Et en plus, on les a dopés à l'impatience, parce que, n'oublions quand même pas, ce sont nos enfants. On les a dopés à l'impatience, alors elles sont impatientes. Et comme elles testent, désobéissantes, défiantes peut-être. En tout cas, exigeantes de retrouver du sens, de retrouver un environnement. Bon, je ne vais pas tout lire. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont switché la case à cocher, elles ont appuyé sur le bouton de ce qu'elles veulent et de ce qu'elles ne veulent pas. Mais quand vous creusez derrière, c'est très bien, parce qu'en final, à partir du moment où un jeune vous dit « je vais revenir sur la critique du jeune qui dit « je vais saisir les opportunités », ça veut dire qu'il est prêt à tout. Ça veut dire que si vous lui donnez un environnement, une ambiance, un cadre, une relation, un tutorat, un appui, que vous lui développez une relation de confiance, il est prêt à tout. Il est même prêt à changer 15 fois de métier dans sa vie. Donc, il est l'exemple même de la flexibilité et de l'agilité. C'est intéressant de voir comment, à un moment donné, tout en revient chez nous à comprendre que cette génération Y ou Z, elle a modifié son rapport au travail. Donc le travail, ses souffrances, et puis l'exemple du travail qu'on lui a donné, il n'était pas très joli. Et puis si en plus mes parents ont fait une dépression, un burn-out, où ils se sont fait virer, où ça fait 2 ans qu'il est au chômage, forcément je vais me méfier du monde du travail. Et si ça se passe bien chez moi, de toute façon je sais comment ça se passe mal ailleurs. Le rapport à l'effort, le rapport à l'échec, le rapport à la frustration, le rapport à la ténacité, oui, ces rapports-là ont changé. Et ce qui est quand même assez difficile, c'est que vous comprenez que c'est l'ensemble de ces combinaisons qui vont générer, je ne vais pas parler, il me reste 3 minutes, donc je ne vais pas dans ces 3 minutes vous parler de la motivation, mais vous avez là les constituants de la motivation. La motivation se nourrit de l'effort, la motivation se nourrit du sens. La motivation se nourrit de ce qui vient de vous. Ça, vous l'avez fait, c'est votre œuvre. Voilà, c'est le tailleur de pierre et le bâtisseur de cathédrale. On apprend par erreur, et on apprend par erreur par jeu d'expérimentation. Donc, donc je me suis trompé, et j'ai su tirer les leçons de l'erreur. Et quand j'ai obtenu quelque chose avec quelques gouttes de sueur en plus, forcément, je joue sur le rapport à la frustration et à la ténacité. Je vous ai dit tout à l'heure que je voulais être rassurant, alors je vais être rassurant. Vous savez,
dans notre cerveau, on a un certain nombre de découpes, et les neuroscientifiques, au début, on avait le cerveau gauche, le cerveau droit, et puis après, on a trouvé d'autres formes de découpes. Aujourd'hui, on parle du cerveau frontal, préfrontal, pariétal, etc. Et je voudrais juste partir dans un sens de découpe différent. On a l'archicortex, ou le cerveau reptilien. On estime aujourd'hui en anthropologie qu'il a 200 millions d'années. On a le cerveau limbique, ou le paléocortex à l'intérieur, qui est le siège des émotions. Il a 100 millions d'années. Et le néocortex, à l'intérieur duquel est née l'intelligence, il a 100 000 ans. Là, on vient de parler de génération W, X, Y, Z depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu de mutation génétique depuis. Donc, ils sont comme vous, comme nos parents et comme nos grands-parents. Donc, le message qu'ils nous donnent en demandant de retrouver du sens et d'aller à l'essentiel, c'est de retourner aux fondamentaux de la relation humaine. Et je rappellerai que intelligence dans l'étymologie, ça c'est bien fondamental, c'est la capacité à établir des liens entre eux. Liens léguérés entre interléguérés, ça a donné intelligence. S'il y a une bonne relation, s'il y a une bonne communication, action commune avec le prof de maths, l'élève va devenir brillant en maths. Ce n'est pas qu'il est fort ou faible, nous sommes tous un potentiel. Nous sommes le produit de la relation que nous avons établie qui va qualifier l'environnement et qui va développer les compétences. Et tout ça, c'est une histoire de forme. En matière humaine, la forme porte le fond. C'est la manière dont on travaille, l'action commune, qui va développer la qualité de la relation, la qualité de la communication va développer la qualité de la relation, et la relation va être producteur d'une énergie qui s'appelle l'émotion. Les anciens devaient le savoir, puisque l'émotion, c'est l'énergie, l'émotion, elle vient de moi, l'émotion, elle génère le mouvement, movere en latin, elle met en route le moteur, M-O-T, elle génère le motif à l'action, M-O-T-I, motif à l'action, la motivation. On est là dans le fondamental, et du coup, ça veut dire que la relation, elle va se baser sur le fait de nos perceptions. Et l'échange des perceptions, des lieux d'écoute, des lieux de parole, des lieux d'action commune, favoriser la communication. Et s'il fallait encore vous rassurer, Socrate l'a dit, mais plein d'autres dans les vieux écrits, Platon, Aristote, eh bien, les jeunes à l'époque, c'était aussi des tyrans, c'était aussi, voilà, et il n'y a pas d'avenir. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, comme le disait peut-être Einstein, avant de les critiquer, essayons de voir leur potentiel. J'ai vu tout à l'heure dans la restitution du groupe qu'il y avait des opportunités et des difficultés. Eh bien, de toute façon, le monde n'a jamais été parfait. Le tout, c'est de partir des opportunités, et parce qu'on va investir les opportunités, de les transformer pour faire en sorte que de la difficulté, on en fasse une opportunité. Alors évidemment, les enjeux, c'est la bonne compétence au bon endroit. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez des donneurs de sens, vous êtes des générateurs de motivation, vous êtes des comment dire, oui, des pédagogues, vous êtes des pédagogues du cadre, des pédagogues de l'objectif, pour faire participer les uns et les autres. Et ça veut dire simplement qu'on a aussi peut-être une redistribution des paramètres de la compétence. La compétence, ça a été de tout temps les savoirs techniques. Et puis, parce qu'on a un peu d'expérience, le savoir technique devient un savoir-faire, c'est la compétence générique, générée de l'expérience. Et puis le reste, on n'en parlait pas trop, le savoir-être bien sûr, mais on n'a jamais fait de formation au savoir-être et on n'a jamais, les services qualité de nos organisations n'ont jamais évalué la qualité de la communication, n'ont jamais évalué dans leur tableau de bord la qualité de la relation et la qualité de l'émotion. Le fameux QE, quotient émotionnel, n'ont jamais évalué la qualité managériale. Je pense qu'il est temps d'évaluer la qualité managériale. Attention, quand je parle d'évaluation, c'est la racine anglo-saxonne, la recherche de la valeur. L'évaluation de quelque chose, c'est l'évaluation de ce qui est bon dans cette bouteille d'eau. Voilà. Eh bien, je pense que les compétences qu'on dit humaines, c'est-à-dire la compétence relationnelle, la compétence sociale, la compétence pédagogique, eh bien, ce sont des compétences humaines qui vont permettre l'ouverture et le déploiement des compétences techniques. Il y aura toujours après la compétence générique qui arrivera. Et donc, le vrai enjeu, il est là. Et je terminerai juste là-dessus. Si de nombreuses pratiques managériales étaient acceptables pour les générations des baby-boomers, dites W, et des X, leurs enfants, elles sont à bannir avec les Y, les enfants des X, et les Z encore plus. En revanche, l'inverse est faux. Ce qui est bon pour les Y et les Z l'est aussi pour leurs aînés. Certains modes de management qui étaient facultatifs avec les générations précédentes, par exemple le management participatif, eh bien, deviennent obligatoires avec la génération Y comme avec la génération Z.
mieux gérer les Y et les Z, je continue à lire mais c'est important, revient en fait à se poser des questions de fond sur les organisations, la gestion et le management. Le management, c'est l'accompagnement, c'est la prise en compte des attitudes et des comportements au travail pour mieux encadrer, animer et accompagner tout le capital humain. En fait, on parle de génération, mais la vraie question, c'est de ne pas rompre le lien intergénérationnel. Voilà. Les jeunes sont notre présent. Bien sûr, je parle d'un cadeau, au sens, le présent en anglais, et ils sont notre présent pour nous aider à nous remettre en question et construire demain. 50% de la population active, ça vaut le coup d'investir le sujet. Je vous remercie de votre attention.